y estamos en condiciones de darle los resultados. Gabriela. Acompáñenme por acá, por favor, son las 12 de la noche con 2 minutos y ya tenemos los primeros resultados. Luis Arce del MAS obtiene un 52.4% de la votación. Fini la musique. Bonjour, bonjour. Luis Arce, le candidat du MAS et le nouveau président de la Bolivie. Pour analyser les élections qui viennent d'avoir lieu dans ce pays andin, où on le sait, il y a eu un coup d'État contre Evo Morales il y a un an, nous sommes avec Maurice Lemoine, et nous sommes très contents d'être avec Maurice Lemoine pour faire une analyse. Nous avons pris les questions que vous nous avez envoyées à travers les réseaux sociaux. Maurice, comment ça va? Ça va plutôt bien. Ma première idée, ça serait de dédier cette conversation à nos excellents confrères du Monde, qui il y a quelques jours titraient la chute de la maison Morales. Ah ben, elle a sacrément chuté, hein. Elle a sacrément chuté, oui. Gagne au premier tour, donc 52-53% des voix, 87% de participation. Là, c'est un véritable succès. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Non. Non, en réalité, on savait que Luis Arce arriverait en tête, donc le candidat du mouvement vers le socialisme, le MAS. La grosse question, l'incognita, c'était de savoir avec combien d'avance il arriverait sur le second. Et même, on envisageait assez difficilement qu'il puisse gagner au premier tour. Hein. On n'avait pas envisagé ça. Il y a quand même un point qu'il faut tout de suite et d'emblée mettre en évidence, c'est que ce qui vient de se passer le dimanche 18, ça prouve tout simplement qu'en réalité, Evo Morales avait gagné au premier tour le 20 octobre, si je me souviens bien, 2019, et que s'il y a eu fraude, il y a effectivement eu fraude, mais ça a été une fraude de l'Organisation des États américains, qui a été le pivot central d'un coup d'État contre Evo Morales. Alors, l'Organisation des États américains était là aussi, elle a même envoyé la même mission d'observation avec les mêmes personnes, le même président de cette mission. Il y avait tout un faisceau d'indices, ou plutôt pour parler comme l'ONU, des motifs raisonnables pour croire qu'il y aurait pu avoir fraude aussi, puisque le système de comptage rapide avait été interdit donc par le tribunal suprême électoral. Le président du tribunal suprême électoral bolivien était intimement lié à un des candidats, à Carlos Mesa, et en plus avait été, donc selon des cas Wikileaks, un informateur des États-Unis, enfin quelqu'un qui avait un parti pris, qui n'était pas du tout impartial. L'armée a été déployée très tôt le jour de l'élection, avec une virulence pas commune. Enfin, ça se serait passé au Venezuela, ça aurait fait la une de tous les journaux. Il y avait des tanks dans les rues, etc. pour une journée électorale. Qu'est-ce qui a pu motiver justement le fait que ces motifs raisonnables pour croire ou ces faisceaux d'indices, enfin, finalement, se sont évaporés devant le triomphe du MAS? Alors, il y a surtout eu une réelle inquiétude. C'est lorsque le 30 septembre dernier, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de facto, Arturo Murillo, qui est l'homme fort en fait de Jeanine Agnès, est allé à Washington, où il a rencontré le nouveau président de la Banque interaméricaine de développement, mais ça, à la limite, on s'en fout, qu'il a rencontré des fonctionnaires de la Maison-Blanche, bon, c'est assez classique, mais surtout qu'il a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, et que le lendemain, Luis Almagro a fait un tweet dans lequel il disait « J'ai rencontré hier le ministre de l'Intérieur du gouvernement bolivien qui m'a fait part de son inquiétude par rapport à une possible fraude lors de la prochaine élection. » Et là, effectivement, ça a créé une véritable inquiétude. On s'est demandé ce qu'ils étaient en train de préparer, et fort légitimement, beaucoup d'observateurs se sont émus.
il n'est pas impossible du tout qu'effectivement l'OEA et Murillo étaient en train de préparer un coup pourri. Cela étant, ce qui s'est passé dimanche 18, c'est qu'il y a eu une telle mobilisation et un tel écart surtout entre Luis Arce, candidat du MAS, et le deuxième, Carlos Mesa, pour la droite. Il y a 20 points d'écart, qu'il est absolument impossible, sauf à jouer le coup d'État traditionnel, c'est-à-dire avec, on déploie l'armée, bon, il était impossible d'agir là. Donc effectivement, Arce a été reconnu, Carlos Mesa, son adversaire principal, a reconnu son élection, Janine Áñez a reconnu son élection, Luis Almagro de l'OEA l'a félicité, le gouvernement des États-Unis l'a félicité également. Il reste une inconnue. C'est quelle va être l'attitude du représentant de l'extrême droite, alors la plus dure, Luis Fernando Camacho, de la région de Santa Cruz, qui, lui, jusqu'à présent, n'a pas reconnu la victoire d'Arce et qui dit qu'il va attendre les résultats définitifs, sachant qu'effectivement, c'est d'ailleurs très amusant, ce qui se passe, c'est que tout le monde est en train de se baser sur un sondage sorti des urnes qui a été fait par une entreprise privée. En réalité, on n'a pas encore les résultats officiels qui devraient tomber le mardi 20 ou le mercredi 21, on verra. Le résultat ne peut pas être remis en cause, mais en tout état de cause, ça fait quand même sourire quand on se souvient que l'an dernier, il y avait eu des résultats préliminaires et que ces résultats préliminaires avaient été réfutés par l'OEA, alors que là, il n'y a strictement rien. C'était une chaîne de télévision privée qui a donné les résultats et que tout le monde l'accepte sans barguigner. Alors, donc la Bolivie, là, pour le coup, a un nouveau président. Elle revient un peu dans le giron institutionnel, sur le chemin de la démocratie. Luis Arce, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est Luis Arce? D'une certaine manière, souvenons-vous, il n'y a pas si longtemps, l'ensemble des observateurs, je parle des médias, qu'ils soient de droite, ou qu'ils soient de gauche, ou qu'ils soient du centre, ou qu'ils soient tout à la fois, ce qui est souvent le cas, nous expliquaient que dans le marasme que connaît actuellement l'Amérique latine, la Bolivie était le pays qui s'en sortait le mieux, qui avait une politique monétaire, économique extrêmement prudente, que Evo Morales, et d'un seul coup, lorsqu'Evo Morales est tombé, on nous a présenté le MAS comme un désastre total. Non, Luis Arce a été pendant 14 ans ministre de l'économie d'Evo Morales. C'est un économiste, et il a effectivement mené une politique qui a, alors on va pas s'embarquer dans une litanie de chiffres, hein. C'est toujours un vrai problème quand on parle devant une caméra, mais qui en gros, pour aller très très vite, réduit le taux de pauvreté de moitié en Bolivie, qui a permis à 90 ou 95% des Boliviens d'avoir accès à l'électricité. Donc c'est là, en plus ça a été repris par tout le monde, aussi bien à droite qu'à gauche, c'est le père du miracle économique bolivien. Alors ça a été en fait une bonne stratégie, parce que lorsque la suite du coup d'État donc de 2019, Arce, il me semble, part au Mexique pendant un temps, revient, et donc le MAS, lorsque donc les élections commencent à se profiler, doit désigner un candidat. Et donc il y a plusieurs candidats. Il y avait aussi David Choquehuanca qui finalement s'est présenté comme vice-président. Et qu'est-ce que tu penses toi de la stratégie du MAS, du parti? Et puis là on va aussi nommer Evo Morales, puisqu'il était même depuis Buenos Aires à la tête aussi de ces négociations pour trouver un candidat. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie qui était de mettre justement Luis Arce comme candidat? Au regard de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'observateurs qui se félicitent de la victoire de Arce, qui il y a encore un mois avait enterré le MAS, et qui aujourd'hui nous disent le problème finalement c'était Evo Morales. On lit ça assez fréquemment. Alors je rappelle que Evo Morales a été nommé, a été maintenu pendant toute cette durée chef de campagne du MAS, et que par ailleurs il est président du MAS. Et c'est effectivement lui qui a joué de son influence dans le débat qui a eu lieu, qui était un débat parfaitement légitime et qui était même nécessaire pour savoir qui représenterait le MAS à la présidence et la vice-présidence lors de ce scrutin.
Et en réalité, il y avait dans un premier temps, les mouvements sociaux avaient plutôt privilégié la formule David Choquehuanca, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Evo Morales, mais également représentant des communautés indigènes. Et puis Andrónico Rodríguez, qui est un jeune militant du Chiaparé, la zone d'origine de Evo Morales, extrêmement dynamique, extrêmement combatif, qui représente l'avenir d'ailleurs du MAS en Bolivie. Et puis finalement, sous l'influence d'Evo Morales, on a choisi de Arce et David Choquehuanca, candidat à la vice-présidence. L'objectif, c'était quoi? C'était de dire, dans une partie de la désaffection qui s'est exprimée en 2019, parce qu'il y en a eu une, c'est évident, il y a une partie de la classe moyenne qui avait décroché. Or, Luis Arce, en tant que ministre de l'économie, appartient à la classe moyenne et était plus susceptible de ramener au MAS des gens de ces classes moyennes qui s'en étaient écartés. C'est effectivement ce qui s'est passé. Puis David Choquehuanca, de son côté, en tant que vice-président, a maintenu dans le giron du MAS les communautés indigènes, l'altiplano, enfin les régions qui traditionnellement sont favorables au MAS. Et d'une certaine manière, c'est une stratégie qui a parfaitement fonctionné. Alors, toute l'année qui vient de s'écouler, il y a eu quand même un acharnement contre le MAS, contre des militants ou des politiciens du MAS. Je vous rappelle quand même qu'il y a 7 on va dire dirigeants et anciens ministres du MAS qui se sont réfugiés à l'ambassade du Mexique et qui encore aujourd'hui y sont encore, non évidemment, il y a eu un acharnement judiciaire contre Evo Morales, qui a été accusé, donc dans un premier temps, de terrorisme et de sédition, dans un deuxième temps, de crimes contre l'humanité, et dans un troisième temps, d'écocide. On y reviendra peut-être aussi. C'est intéressant, cette troisième accusation. Et puis, évidemment, les répressions sanglantes qui ont immédiatement suivi le coup d'État, et puis, plus généralement, un peu aussi comme en Équateur, il y a eu toute enfin, en tout cas, une tentative d'interdire le MAS, c'est-à-dire de priver la citoyenneté bolivienne d'une option électorale. Et puis il y a eu aussi la tentative de poursuivre en justice Luis Arce dès lors qu'il avait été intronisé comme candidat à la présidence. Alors, toute cette... je reviens un peu en arrière parce que, évidemment, quand on prend toutes ces judiciarisations de la politique, ce lawfare, et puis tout ce qui s'est passé juste avant, qu'a rappelé Maurice, avec la rencontre entre Murillo et Luis Almagro, les militaires qui se tenaient près dans la rue, la partialité du président du tribunal suprême électoral, le jour de l'élection, ou en tout cas les jours qui précédaient l'élection, il y avait une énorme tension en Bolivie. Il y a eu des observateurs internationaux, alors il n'y a pas eu que l'OEA qui a envoyé des observateurs, il y a eu aussi des observateurs de partis, de membres de partis ou du Parlasur, de certains organismes internationaux qui ont été invités officiellement par le tribunal suprême électoral, et pourtant, dès que certains de ces observateurs ont mis le pied en Bolivie, ils ont immédiatement reçu une énorme pression de la part de l'État et des milices paramilitaires. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de Maxime Ramirez. Maxime est un jeune Belge qui était officiellement accrédité comme observateur international pour ces élections. Maxime, on t'écoute, livre-nous ton témoignage des pressions que vous avez subies en Bolivie dans les jours précédant l'élection. À peine nous sommes arrivés que nous avons été menacés de manière publique par le ministre de l'Intérieur Arturo Murillo, par son subordonné, qui est le chef de l'administration Migración Bolivia, Marcel Rivas. Ils ont allé sur Twitter publiquement, donc c'est quand même très suivi ici en Bolivie. Ils ont dit voilà, il y a des observateurs européens qui sont des agents étrangers, des communistes criminels, des gens qui viennent générer des violences, des gens au service du régime criminel de Nicolás Maduro. C'est bien évidemment, allez, s'apprête à rire et à sourire. Personnellement, je ne suis déjà pas capable de me battre. Donc, moi, organisé, ou Gerardo Pizzarello, député de Podemos, ou Lucia Muñoz d'Alda, autre député de Podemos, je ne vois pas quel est leur intérêt de générer des violences. Enfin, comme député,
ils ne sont pas connus pour être des personnes agressives. Donc tout de suite, l'ambiance est évidemment mauvaise et nous expose à des menaces. Surtout que, il faut savoir quelque chose de très grave. Vous savez, quand vous êtes dans un aéroport, il y a le contrôle biométrique, un scanner qui prend des photos de vous. Et ces photos ne se retrouvent que dans les mains de l'administration des frontières, de la police des frontières, de l'administration des aéroports, quoi, et les ministères qui en dépendent. Mais ils sont faits que pour le contrôle des frontières et ils ne peuvent pas être divulgués, c'est tout à fait illégal. Eh bien, les photos biométriques des 4 Espagnols qui composent la délégation européenne se sont retrouvées dans les mains et sur les comptes Twitter de groupes d'extrême droite et de médias d'extrême droite boliviens et espagnols. Donc il y a un niveau de connexion très très haute entre l'administration d'Arturo Morillo, le ministère de l'Intérieur et son gouvernement, et l'extrême droite espagnole. Donc ça c'est excessivement grave, ça nous a exposé à des risques de violence puisque les photos et les noms des membres de cette délégation circulaient dans des groupes WhatsApp des golpistes, des putschistes de l'extrême droite bolivienne. Ces menaces ont eu comme résultat que les 4 Espagnols de notre délégation n'ont pas pu faire leur travail d'observation des élections. Ils sont restés confinés dans l'hôtel pour ne pas être reconnus lors du scrutin par des groupes d'extrême droite boliviens. Alors, malgré ces pressions, merci Maxime, malgré ces pressions, finalement, l'élection, le jour de l'élection, en fait, ont eu lieu de manière, il n'y a pas eu d'incident. Là encore, on va écouter un autre témoignage de notre amie Maïté Mola, qui est vice-présidente du parti de la gauche européenne, qui était aussi observatrice durant le processus électoral du 18 octobre. Maïté, comment s'est passée l'élection le jour J? Creo que es interesante, muy interesante decir que a pesar del ambiente de tensión, la jornada no ha tenido prácticamente incidentes. Es cierto que el final ha sido, digamos, el final de la jornada un poco sorprendente porque demasiado tiempo y razones extrañas, por no decir absurdas, para no sacar los primeros datos hasta el punto de que en vez de a las 18, 19 horas, que era lo que estimaban, luego dijeron las 21 y finalmente salieron a las 12 de la noche. Estos datos provienen de 2 sondeos, pero dan desde luego un claro triunfo al MAS, porque evidentemente hay que esperar los datos oficiales, pero es cierto que lo que dicen estos sondeos es tan aplastante, una diferencia de 20 puntos, que bueno, pues que la cosa está bastante clara. Bueno, y ya sin más deciros que yo creo que el pueblo boliviano ha dado un ejemplo de civismo extraordinario en unas condiciones muy malas. Este país tiene un futuro, desde luego sin duda, de paz, de solidaridad y de poder trabajar de nuevo y construir una sociedad para todos y todas. Alors, on revient, on a eu beaucoup de questions, Maurice, d'internautes, de nos followers qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Elles sont toutes plus pertinentes les unes que les autres. Alors, la première question qui revient souvent, c'est est-ce que Luis Arce ne va pas être un deuxième Lénine Moreno comme en Équateur, c'est-à-dire la personne qui a été choisie par Rafael Correa et le mouvement de la Révolution citoyenne pour lui succéder donc à Rafael Correa et qui a trahi complètement les idéaux, les valeurs et les principes de la Révolution citoyenne, a réengagé l'Équateur sur le chemin du néolibéralisme et d'une politique étrangère affiliée à Washington. Alors, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il y a un tel risque en Bolivie avec ce nouveau président? Bon, je veux dire, il y a toujours un risque. mais a priori, non, je veux dire, il ne peut pas y avoir 2 Lénine Moreno, parce que c'est vraiment il y a deux individus qui provoquent le mépris de toute l'Amérique latine, c'est Luis Almagro, l'Uruguayen qui est patron de l'EA, et c'est Lénine Moreno, celui qui a trahi les électeurs qui ont voté pour lui, parce qu'en réalité, c'est ça, il s'est fait élire sur un programme et il en a mené totalement un autre. Non, il y a peu de chance, dans la mesure où Luis Arce, par ailleurs, Lénine Moreno était vice-président, mais n'a pas eu les mains dans le cambouis. Alors que Luis Arce a les mains dans le cambouis dans la mesure où il a été 14 ans ministre de l'économie, qu'il a mené une politique qui a été réussie, et que par ailleurs la société bolivienne et les Boliviens qui viennent de s'exprimer ont
on est dans un pays, sans vouloir déprécier nos amis équatoriens, où la contestation peut être extrêmement violente si Arce venait à trahir. Hein. A priori, il a peu de risques. Par ailleurs, il a un vice-président qui s'appelle David Choquehuanca et qui, lui, était directement connecté avec les communautés indigènes, qui sont le cœur de l'électorat d'Evo Morales. Donc, a priori, il ne faut pas sombrer dans la parano. Le pire n'est jamais sûr, et il est vraisemblable. Alors, ça sera peut-être... Il est possible que Arce soit moins radical dans la manière de s'exprimer que Evo Morales, qui était un dirigeant de la génération des Chavez, des Correa, des Ortega, des Lula, des Kirchner, hein, qui avaient tous une personnalité extrêmement forte et parfois extravertie. Luis Arce, c'est autre chose, c'est plutôt un technocrate. Il n'en demeure pas moins que Rafael Correa était un économiste, et néanmoins, ça n'a pas empêché d'être un leader et de mener à bien la politique pour laquelle il avait été élu. Oui, en plus, là, il y a quelque chose qui empêcherait aussi, c'est le MAS, c'est cet instrument politique qui est un éventail un peu de propositions politiques. Hein. Il y a plusieurs, alors là, tendances, propositions idéologiques au sein de cet instrument politique, c'est-à-dire le moyen électoral pour pouvoir prendre le pouvoir et transformer le pays. Mais effectivement, il y a aussi un contrôle de cet instrument et des mouvements sociaux sur le pouvoir, non? Donc il ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Hein. Non, a priori, il n'y a pas de risque dans ce registre. Par ailleurs, il y a quand même un élément extrêmement important, c'est qu'on a vu pendant cette quasi-année, hein, il y a eu 11 mois là, qui sont écoulés... non, il y a même un an, hein, entre octobre 2019 et octobre 2020, on a vu au sein du MAS des gens, y compris des dirigeants qui ont flanché, qui ont pris leur distance avec Evo Morales, qui ont, non pas pactisé, mais en tout cas qui ont joué la modération avec la présidente de facto. On peut citer des noms, hein, par exemple la présidente du Sénat, Eva Coppa, et Luis Arce s'est maintenu parfaitement, avec une parfaite loyauté par rapport à Evo Morales, et ça va être un élément extrêmement important. Personne ne sait exactement quel va être le rôle d'Evo Morales. Il a manifesté hier sa volonté de rentrer en Bolivie. Il faut évidemment dans un premier temps qu'il règle les problèmes des poursuites qui ont été lancées contre lui par on va appeler ça la démocrature, on pourrait appeler ça dictature, on ne sait pas trop, hein, c'est un modèle qui a été très très bref, donc il faut qu'il règle ces problèmes. En Bolivie même, et y compris au sein de son camp, on a des gens qui n'attendent que son retour, on a des gens qui sont moins favorables au retour d'Evo Morales, dans la mesure où certains considèrent que c'est un élément de polarisation. Bon. Mais néanmoins, Evo Morales, je l'ai dit tout à l'heure, il demeure le président du MAS, et il aura de toute façon un rôle important. Et là, pour le coup, n'oublions pas une chose extrêmement importante par rapport à l'Équateur, puisqu'on faisait cette comparaison, c'est que Rafael Correa avait annoncé d'emblée qu'il partirait en Belgique. Et donc Lénine Moreno a pu agir en toute impunité, alors que le leader de ce mouvement, de la Révolution citoyenne, était en dehors du pays, et puis ensuite il l'a empêché de rentrer par les poursuites judiciaires qu'il a lancées contre lui. On n'est pas tout à fait dans le même cas de figure avec Evo Morales. Si Evo Morales est parti, c'est parce qu'il a été chassé par la menace physique du coup d'État, et donc y compris parce que n'oublions pas non plus une chose, c'est que cette année a été pour les Boliviens l'expérience d'un retour au passé. C'est-à-dire que la période d'Evo Morales pendant ces 14 ans, avec toutes les qualités et les défauts qu'il peut avoir, avec y compris les erreurs qu'il a pu commettre, ont été sans commune mesure avec l'année de déconstruction totale de ce qui avait été fait auparavant, avec un début de privatisation, avec une gestion de la pandémie absolument catastrophique. Et donc très très rapidement, les Boliviens ont pu se rendre compte de la différence entre cette droite qui s'était imposée par la force et ce qu'avait été auparavant la gestion d'Evo Morales. Oui, et alors il y a d'autres questions, et notamment sur plusieurs personnes qui nous demandent qu'est-ce qui va se passer avec les putschistes. Est-ce qu'on peut s'attendre à un grand nettoyage, à des plaintes, ou en tout cas déférer en tout cas certains policiers ou militaires devant la justice, ou en tout cas les organisateurs du coup d'État
contre Evo Morales de l'année passée. Comment tu vois la chose? Est-ce qu'on va vers finalement une vengeance ou finalement une politique de réconciliation nationale, d'apaisement? C'est peut-être aussi un peu ce qu'on peut écouter en tout cas dès que Luis Arce a connu les résultats. Il parlait d'une politique sans haine, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, c'est ça. D'après les premières déclarations qu'on a pu observer de Luis Arce, a priori, il y a peu de chances qu'on soit dans la vengeance, ou même tout simplement dans le juste châtiment de ce qui a été fait, parce que c'est quand même un crime qui a eu lieu. Enfin, non seulement avec des morts, il y a plusieurs crimes, avec des morts et avec des conséquences extrêmement graves. Néanmoins, dans la situation de la Bolivie, vraisemblablement, Arce va jouer la réconciliation nationale, enfin dans la mesure où elle est possible. Carlos Mesa, donc son principal adversaire, a déjà annoncé qu'il se positionnait comme chef de l'opposition. Reste une inconnue qui est Luis Fernando Camacho et la région de Santa Cruz. Il n'est pas impossible que eux, en revanche, n'aient pas envie de jouer la réconciliation, puisque Santa Cruz a toujours dit qu'il ne voulait pas être gouverné avant c'était par un Indien, par Evo Morales. Maintenant c'est Luis Arce qui n'est pas Indien, mais par un représentant du MAS. Il n'est pas impossible que la confrontation revienne de ce côté-là dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on verra. N'oublions pas que la région de Santa Cruz, c'est celle qui, en 2008, déjà avait tenté de renverser Evo Morales, à travers une opération qui en appelait beaucoup au séparatisme, séparatisme de la Media Luna. C'est un des poumons économiques de la Bolivie, c'est le poumon économique de la Bolivie. Et puis, détail qui a son importance, Camacho est arrivé en tête dans la région de Santa Cruz, donc alors qu'il fait 16% au niveau national, il a fait 46%. Un électeur sur 2 à Santa Cruz a voté pour Camacho, donc pour cette extrême droite radicale. Voilà, et donc il est vraisemblable qu'il y a de fortes chances que lui ne jouera pas le jeu démocratique classique. Carlos Mesa, semble-t-il, a pris conscience, y compris, il a immédiatement reconnu la victoire de Luis Arce, que la différence était évidente, et que donc il va jouer sans doute le rôle du good guy. Il y a une bad guy qui est Camacho, et puis Mesa va jouer le good guy en pensant éventuellement à l'avenir. Alors, où va la Bolivie? Parce qu'on a vu aussi, lors de retour on va dire, de gouvernements progressistes ou national populaire au pouvoir après un intermède néolibéral, comme en Argentine par exemple, alors là, dans le cas de la Bolivie, que c'est pas si simple de revenir après la table rase néolibérale opérée par certains dirigeants. On voit par exemple en Argentine, notamment par le surendettement que Mauricio Macri avait contracté auprès du FMI, que le président Fernandez ne peut plus faire les politiques qu'avaient fait ses prédécesseurs Nestor et Cristina. Est-ce que tu parlais de moins de radicalité, en tout cas dans les discours et dans les personnalités, mais par rapport à Evo Morales, est-ce que on se dirige vers un recentrage de la politique en Bolivie? L'avenir va le dire. L'avenir va le dire. Là, pour le coup, j'ai absolument pas de réponse. Je pense qu'il y aura un élément déterminant qui va permettre de juger de la nouvelle politique de Luis Arce, c'est de voir si la Bolivie rejoint l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA, dont elle faisait partie avant le coup d'État de 2019, qui serait un signe extrêmement fort, c'est-à-dire rejoindre les pays radicaux de la région, le Venezuela, le Nicaragua, Cuba. Bon, ça sera un signe fort en termes de politique étrangère. Bon. Après, sur le plan interne, ça va être extrêmement compliqué. Tu l'as dit. Je veux dire, la gestion de la droite de Janine Agnès a été catastrophique. La pandémie, comme dans tous les pays de la région, affecte l'économie d'une manière épouvantable. Donc la tâche va être extrêmement compliquée. Là, simplement ce qu'on peut subodorer sans trop de risque de se tromper, c'est que la dimension sociale de la politique sera infiniment plus prise en compte par Arce qu'elle ne l'a été par Janine Agnès. Oui, ça me paraît clair. Et au niveau du lithium, je crois que c'est intéressant, peut-être en tout cas, de rappeler aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent en ce moment, que la Bolivie a d'énormes ressources naturelles, de l'étain, de l'or et puis du lithium. Donc le lithium, c'est tous nos appareils informatiques, nos batteries, etc. qui en ont besoin. La Bolivie, je crois, possède 50% des réserves prouvées dans le monde. Donc le lithium a
une particularité dans l'économie bolivienne. Mais la Bolivie ne se contentait pas d'exporter le lithium avec ou sans des entreprises étrangères, sinon qu'elle voulait, y compris en partenariat avec le secteur privé, développer industrialiser, que le lithium serve à améliorer l'industrialisation du pays, et notamment en construisant des voitures électriques. Il me semble qu'il y a un truc très drôle aussi, puisque on a demandé à Elon Musk, donc de Telsa, donc un concurrent direct d'une industrie de voitures électriques bolivienne, on lui a demandé son opinion sur la Bolivie. Il me semble qu'il a dit quelque chose comme on fait des coups d'État quand on veut. Alors on ne sait pas trop si c'était du premier ou du second degré, mais effectivement, on est là dans un aspect de la question qui est extrêmement important. Et il faut rappeler que Luis Arce était l'un des artisans, des promoteurs, des meneurs de cette politique d'industrialisation de la Bolivie à partir du lithium. Donc là, il y a vraiment peu de chances que ça change. C'est vrai que ça a donné lieu à des conflits sérieux, puisque des accords avaient été passés avec une entreprise allemande dont j'ai oublié le nom, et une entreprise chinoise. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles aussi bien la droite y compris les États-Unis, en termes de géopolitique, souhaitaient se débarrasser d'Evo Morales. Bon, là, manque de chance, arrive, on va dire, un de ses lieutenants. Alors, il y a eu, tu citais tout à l'heure qu'on allait dédier le programme au Monde, enfin aux journalistes du Monde qui avaient prédit la chute de la maison Morales-Gbagbo, donc son ministre de l'économie et son parti viennent de reconquérir le pouvoir. Et puis ils ont été énormes, il y a eu énormément de journalistes qui, il y a quelques années, parlaient aussi de la fin de cycle, c'est-à-dire la fin de ces gouvernements progressistes, nationaux populaires en Amérique latine, qu'une page se tournait, à part quelques foyers de résistance encore, comme au Venezuela. Est-ce la fin de cycle, ou est-ce qu'ils se sont encore trompés encore une fois, puisque le centre-gauche est revenu en Argentine, la Bolivie, le MAS revient au pouvoir en Bolivie, il y a de très bons sondages aussi en Équateur qui favorisent en tout cas le candidat de la révolution citoyenne, Andrés Araúz, le candidat de Rafael Correa. Est-ce la fin de cycle? On peut évidemment s'amuser avec ça. C'est surtout d'ailleurs les universitaires qui ont lancé cette idée de la fin de cycle. Alors certes, si on appelle le cycle cette période flamboyante, parce qu'il y a eu une période effectivement flamboyante avec Chavez, Correa, Lula, Kirchner, etc. Là, on est maintenant dans un registre un petit peu différent, mais enfin, il faut effectivement constater que le centre-gauche est revenu en Argentine, le centre-gauche est au Mexique, que le Venezuela résiste, que Cuba est toujours Cuba, que l'Équateur, on verra ce qui se passera l'an prochain, mais que cette idée un peu absurde que d'un seul coup la gauche se serait effondrée du fait de ses erreurs d'ailleurs. Et de ses contradictions, c'est surtout ça. C'est surtout ça, oui, bien sûr. Je veux dire, elle prend un peu de plomb dans l'aile avec cette victoire à nouveau du MAS en Bolivie. Ok, super. Merci Maurice. Une prochaine fois. Ouais, très bien. On ne manquera pas de refaire une analyse. Merci à vous. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo, la faire connaître pour favoriser évidemment le débat et une autre information sur l'Amérique latine, en l'occurrence ici sur la Bolivie. Je vous rappelle que le site lesderives.info ne reçoit le soutien d'aucun État ni d'aucun milliardaire. C'est pourquoi nous vous invitons à nous soutenir. Notre seule source de subsistance, c'est vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site et soutenez-nous. Je vous invite aussi le jeudi à 19h30 à travers donc le site Les Deux Rives et aussi les réseaux sociaux, donc Les Deux Rives ou ma page Facebook, à regarder une vidéo sur le Chili. Car on vient de sortir d'une élection en Bolivie et immédiatement il y en a une autre au Chili ce dimanche 25 octobre. Les Chiliens votent pour savoir s'ils vont changer la constitution du pays, mais c'est pas si simple. Il y a des détails qu'on ne vous a pas mentionnés dans les médias dominants qui sont très intéressants et donc que nous vous expliquons dans cette vidéo. Donc je vous dis tout de suite à jeudi et bon couvre-feu. Hasta luego. Ciao.